Yeah! C'est Jean Nadeau qui est avec nous aujourd'hui. Calme-toi, calme-toi. Peuple en délire. Oh oui, tellement. Alors, Jean, j'aimerais que tu puisses te présenter à notre communauté. Ben, avant tout, Hélène, merci beaucoup de me recevoir dans ta chronique. J'ai vu de grands noms qui y sont passés, Mélissa, François, Jérémy. Alors, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. En cette période de confinement, tu es chez vous, je suis chez nous, on ne peut pas se parler. On peut se parler, mais on ne peut pas se voir. Me présenter, bon, écoute, qui je suis? Je suis un homme, 57 ans. Donc, c'est pas de la peinture, c'est vraiment vrai. 57 ans, pas toujours de sagesse, pas toujours responsable. Papa de 2 enfants, j'ai une grande fille de 30 ans, j'ai un garçon de 13 ans. Je suis amoureux et j'ai quelques amis. Puis, j'en ai pas besoin de vraiment plus que ça. Ça, c'est ce que je suis de façon générale. Puis, ce que je fais, en tout cas dans ma vie professionnelle, je me lève à tous les matins, moi, Hélène, pour rendre les gens inconfortables. OK. Je cherche une façon de rendre les gens inconfortables avec les aspects, un ou plusieurs aspects de leur vie qui les fait tourner en rond jusqu'à 3h30 du matin. Inconfortables à un point tel où ils vont peut-être enfin, une fois pour toutes, parce que tout repose pour moi sur le sens des responsabilités, votre vie est de votre faute, où ils vont peut-être enfin prendre la responsabilité de faire quelque chose de leur vie. De changer ce qu'ils veulent changer, puis de juste arrêter de mettre des petites couches de confort par-dessus leur statu quo, en lisant toujours les mêmes petits livres sur le développement personnel, en allant toujours voir des conférences qui leur font du bien, en faisant absolument rien, en étant prêt à le faire, en étant capable de le faire, mais en le voulant juste pas assez parce que ça ne fait pas encore assez mal. J'ai comme tendance, moi, je ne suis pas un marchand de bonheur. Je laisse ça aux 99% de mon industrie du développement personnel. Moi, je suis un marchand de malheur, mais je m'explique. Je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés, rapides sur la gâchette, comme on dit, à éviter le malheur ou à arrêter le malheur, à cesser le mal qu'à chercher le plaisir. Puis si tu cesses le mal, tu t'en vas vers le plaisir, de toute façon, ça va aller mieux. Ça ne sera pas parfait, mais ça va aller mieux. Donc, je dis aux gens, si vous voulez avoir du marchand de bonheur, allez voir tous mes collègues, il y en a qui sont extraordinaires pour ça. Si vous voulez cesser d'avoir mal, puis que vous êtes prêt à prendre les actes, pas juste à être prêt à être capable, mais vous le voulez vraiment arrêter, écoutez ce que j'ai à dire. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est la mienne. Et voyez, utilisez ça comme une boussole. Voyez si ça peut vous amener à changer quelque chose. Si mon message rentre par là, puis sort par là, si quand je trouve quelque chose pour vous rendre inconfortable à tous les jours, ça rentre là, ça sort là, ce n'est pas un message pour vous. Si ça descend ici, puis que ça vous fait chier, puis que Jean Nadeau, il vous énerve. Il va vivre avec ça, lui. C'est son métier. Concentrez-vous sur ça. Puis ça, bien, ça va peut-être, dans la réflexion que vous allez avoir au mal que moi, je vous ai amené en pleine face, ça va peut-être engendrer une réflexion qui, elle, va, dans laquelle va être contenue la source d'une petite action qui va vous faire passer de votre petit statu quo de merde à où vous voulez être, à changer quelque chose qui vous garde réveillé jusqu'à 3h30 du matin. Ça, c'est ce que je fais. Wow. Pas tout le temps populaire, Non. mais je ne fais pas ça pour être populaire de toute façon. Je ne fais pas ça. J'ai trouvé mon unicité et je la mets au service des autres. J'aime l'humain assez pour lui dire ce que je pense qu'il devrait entendre. J'ai des problèmes avec certaines personnes, mais j'aime l'humain. Je ne pourrais pas faire ce métier-là, et encore moins de la façon dont je le fais, si je n'aimais pas l'humain. C'est juste, en anglais, ils appellent ça « tough love ». Mais pour en arriver à accepter de vivre avec cette forme de messager-là, je sais qu'on va parler de confiance, ça prend une certaine confiance qui se bâtit avec le temps. Parce que des claques en arrière de la tête, d'arriver, moi, dans un marché, dans un château de cristal où on fait juste dire au monde ce qu'ils veulent entendre, puis que c'est cute, puis que c'est fin, puis que c'est doux, puis oh mon Dieu, ça me fait du bien la conférence. Ouais, tu vas aller changer quoi? Si ça te fait du bien à chaque fois, tu vas aller changer quoi? Ça s'appelle du développement personnel, puis tu fais ça parce que tu veux changer quelque chose. Quand est-ce que tu as changé quelque chose, toi, Hélène, dans ta vie, alors que tu étais confortable? Jamais. Jamais. On change quand on est inconfortable. Fait que si tu passes ton temps à toujours lire les livres qui vont dans ta ligne de pensée, tu vas toujours voir les conférences qui sont dans ta ligne de pensée, puis qu'à chaque fois que tu lis ça, puis que tu vas voir ces conférences-là, tu sors de là, puis tu as soufflé des ballons, tu as chanté Hakuna Matata, puis tu es monté sur ta chaise, puis tu as donné des câlins à tout le monde, à du monde que tu ne connais pas, puis que ça te fait du bien. OK.
Une fois que les lumières sont fermées, que le clown est parti, puis que les confettis sont au sol, puis que le concierge vient faire le ménage, tu fais quoi? Tu es juste un petit peu plus confortable, mais tu n'as rien changé de ce qui te garde réveillé jusqu'à 3h30 du matin. Bref, très longue réponse à une toute petite question. C'est ce que je suis et c'est ce que je fais. Bien, en fait, en résumé, c'est le gentil distributeur de coups de pied au derrière. C'est ce qui Jean se prénomme étant le gentil distributeur de coups de pied au derrière. Et je précise, Hélène, que chacun de mes coups de pied, c'est ce que je viens de dire de façon plus longue, mais chacun de mes coups de pied est aussi un coup de cœur. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai lu dans ta description. Oui. Alors, parlant de ce coup de pied au derrière, peut-être qui t'a amené à où est-ce que tu es aujourd'hui, ta confiance, comment tu l'as développée, l'estime, l'amour de soi, la confiance en soi? On parlait tout simplement tantôt au départ que c'est quelque chose qu'on nourrissait toute notre vie. Alors, toi, comment tu l'as nourri? Comment ça t'a ébranlé? Qu'est-ce qui t'a éveillé là-dedans pour en être aujourd'hui un distributeur de coup de pied au derrière et la confiance qui vient avec. Ouais. Écoute, ça remonte à très loin. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai réfléchi très souvent dans ma vie, mais il est arrivé un événement où ça faisait 3-4 ans que j'étais déjà conférencier, puis j'étais comme un pet dans un bain tourbillon. J'étais un peu de tout pour un peu tout le monde. J'étais à peu près comme tout le monde, avec mes beaux petits souliers cirés, mon habit bien pressé, mon sourire permanent, mes cheveux gris grand sage, un PowerPoint qui roulait parfaitement. Puis, il y a un de mes chums qui est venu me voir, mon meilleur chum, c'est un bout de temps qu'il était à l'extérieur, il est venu voir ma conférence. Et à la fin de ma conférence, il me dit, Jean, c'est de la merde. C'est de la merde, ta conférence. Moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Jean, et moi, je t'ai vu porter des masques toute ta vie. Et je vais y retourner parce que tu dis, ça a commencé quand, la question de la confiance? Ça a commencé, en fait, ce n'était pas là dans ma jeunesse, puis ça a progressé. Mais il dit, je t'ai vu porter des masques toute ta vie. Ce soir, je me dis, Jean Nadeau, mon chum, il est rendu conférencier. Tabarnak, il doit être authentique. Il doit parler, pas de lui pendant tout le long, mais ce qu'il a fait de sa vie, ce qu'il veut nous parler, c'est lui, là, ça vient de ses racines. Il est authentique. Puis tout ce que j'ai entendu, c'est un ramassis, c'est un copier-coller de tous les autres conférenciers qu'on entend toutes les semaines sur nos scènes. Puis, tu as encore porté un masque ce soir. 1, je suis déçu de toi, mon chum. 2, ce que tu as dit, ce que tu as fait, c'est de la merde. Tu sais, quand tu penses que tu l'as, toi, là, moi, j'opérais depuis déjà 3-4 ans. Là. Le soir où il m'a dit ça, je revenais, j'étais à Trois-Rivières, une conférence à Trois-Rivières, devant 700 personnes qui, à la fin de la conférence, sont toutes debout puis ils m'applaudissent. Puis lui, on embarque dans l'auto. On a 1h30 de route à faire. Là. C'est long en tabarnak quand ton meilleur chum te dit 5 minutes après la conférence que c'était de la merde. C'est pas le fun. Et là, ta confiance qui était là, a fait et j'ai arrêté pendant 6 mois de temps. Mais retournons à ce dont il parlait. Oui. Pourquoi il m'a vu porter des masques toute ma vie? Quand j'étais petit cul, j'étais, mais alors là, pourri en classe. Là. Moi, j'étais toujours le dernier à me lever en classe pour aller chercher ma copie d'examen en avant parce qu'elle donnait ça par ordre le classement de notes. Du 100% au 0. J'étais tout le temps le dernier. Fait que j'étais pourri en classe. Mes mois de l'année, là, je savais ça dans le désordre en 6e année. Mais ça n'allait pas très bien. Mais par contre, quand je sortais dans le cours de récréation, j'étais plus grand, plus gros que tout le monde. Puis je me suis battu une fois. Me battre au point. Je me suis battu une fois. Je t'ai donné une tabarslaque de raclée au gars. Et là, tout le monde voulait essayer Nadeau. La cruche en classe, on va l'essayer dans le cours de récréation. Je les swingais toutes. J'ai tout gagné mes combats. Et là, ma confiance d'homme fort a commencé. Tu comprends? Fait que j'avais une faiblesse en classe, mais dans le cours de récréation, j'étais fort. Et ça, j'ai traîné ça jusqu'au secondaire. Et je suis devenu, aux grandes surprises, un intimidateur. J'étais du côté des intimidateurs. Parce que moi, j'étais faible, je cherchais des plus faibles que moi, puis je les faisais chier. Donc, je suis devenu intimidateur. Donc, j'ai eu ce masque-là de gros matamor pendant tout le primaire et le secondaire. À travers tout ça, j'ai commencé à jouer au hockey. Comme dans toute bonne équipe de hockey, il n'y a jamais personne qui veut être gardien de but. Ils ont dit, toi, le grand, tu prends de la place, tu vas aller dans les buts. Ils m'ont mis dans les buts. Et j'ai développé un bon talent. J'ai toujours été dans des clubs élites, mais j'avais encore un masque. Après mon masque de la cour de récréation, puis de gros matamor, rendu adolescent, petite vedette, le petit cheveu, puis tout le kit, j'avais un masque encore d'en face.
Puis là, puis je connaissais Marc, mon meilleur chum, là, celui qui m'a dit que j'étais de la merde. Il Ouais. était là tout ce temps-là, lui. Là. Puis après ça, j'ai évolué dans ma carrière et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis ramassé, longue histoire, mais je vais vous faire ça court, à porter le masque du personnage le plus connu au Québec qui se promène dehors avec un gros costume blanc et un sourire fendu jusqu'aux oreilles dans le cadre du plus grand carnaval d'hiver au monde. J'ai fait ça pendant 15 ans de temps, à avoir un masque dans la face, une grosse tête blanche, un gros sourire, un gros nez, des boutons et une ceinture fléchée. Puis en dedans, j'étais quand même pas mal souvent tout croche. Là. Ça allait pas toujours bien, mon affaire. Mais j'avais de l'air d'aller bien parce que j'avais toujours un sourire d'en face. Fait que lui, c'est ça qui se souvenait de Jean Nadeau. Le masque du TQ qui se battait, le masque de joueur de hockey qui se prenait pour une grande vedette parce qu'il était bon dans des rangs juniors. Là. On parle pas de la Ligue nationale. Puis après ça, le pompon qui fait le clown pendant 15 ans de temps, alors qu'on sait très bien qu'il est parfois souvent tout croche en dedans. Mm-hmm. Là, il s'en vient voir son chum conférencier, puis j'étais encore tout. Donc, tout ça, je suis passé de confiance à pas confiance, de confiance à pas confiance, de confiance à pas confiance. Puis là, au moment où je l'ai, là, je l'ai. Là, ça va bien, mes affaires. J'ai 700 personnes qui se lèvent, je suis adulé, je commence à être connu. J'écris mon premier livre à travers. Et là, mon chum, ça vient me dire, t'es de la merde. Fait que là, la confiance a été. Mais Batin, il avait raison. Il avait raison. Puis j'ai arrêté pendant 6 mois de temps. Puis après 6 mois, après avoir découvert d'autres auteurs aux États-Unis qui avaient la pensée beaucoup plus directe, sans détour, j'ai dit, un peu, c'est ça qui marche pour moi aussi. Là. Moi, là, quand j'ai la face dans la boîte, là, Hélène, là, j'aime pas ça. Je ne sais pas si tu aimes ça, mais moi, j'aime pas ça. Quand j'ai la face dans la boîte, tu as dit que quand je sors ça en France, la face dans la boîte, la face dans la boue. Quand j'ai la face dans la boue, puis j'ai un peu d'eau boueuse qui me rentre dans le nez, là, j'aime pas ça. Puis je change. Fait que j'ai changé, mais là, je me suis dit, je peux-tu partir, moi, confiant comme je l'étais avant, pour aller vendre cette idée-là, d'aller bousculer le monde, puis de rendre les gens inconfortables avec la vie qu'ils ont. C'est pas très, très vendeur. C'est tough. J'avais passé une entrevue ici avec Jeff Fillion, le gros méchant loup de la radio. Il m'a dit, hey, toi, tu es un génie, Jean. Toi, tu es un génie. Tu as trouvé une niche où tu vas pouvoir faire un marketing, puis tu vas être tout seul. Il n'y a pas personne qui fait ça. J'ai dit, t'as peu. Penses-tu vraiment que c'est facile de vendre des billets pour dire à quelqu'un, paye 25$, viens me voir, je vais te poter le cul pendant une heure et demie de temps? Non, c'est pas si facile que ça. Mais j'ai dit, ben c'est ça. Mon authenticité à moi, c'est ça. Je passe avec le train, je vais ralentir dans le village. Si vous voulez embarquer, embarquez. Si vous ne voulez pas embarquer, je n'irai pas vous chercher. Donc, j'ai défini ma distinction avec cette approche. Puis, j'ai habité mes couilles principalement en me foutant de ce que les autres pensaient de mes couilles, de ce que les autres pensaient de moi, ma façon de vivre. Sûrement politiquement incorrect, mais me foutre de l'opinion des autres. Puis pour mesdames, peut-être qui nous écoutaient puis qui n'aiment pas le mot « Oh my God », couilles, avoir des couilles, ça ne se passe pas entre les deux cuisses. Avoir des couilles, ça se passe entre les deux oreilles. C'est un état d'esprit, une façon de vivre en lien avec nos valeurs et nos croyances. Habiter ces couilles, c'est de faire respecter par nous-mêmes et par les autres, sans compromis, ces valeurs-là et ces croyances-là. Donc, à partir du moment où je me suis dit, ben moi, c'est comme ça, puis je vais habiter mes couilles avec ça, je vais planter mon drapeau, sans compromis, la confiance est revenue. Est-ce que j'ai des petites chutes? J'entendais Mélissa Normandin-Robert dans une entrevue que tu avais faite avec elle où elle disait, ben oui, je reçois des commentaires négatifs. Est-ce que j'en reçois? J'en reçois à tonnes des commentaires négatifs. C'est des mots. C'est leur opinion. Puis si c'est sur Facebook puis que vous n'aimez pas ça, il y a un petit bouton qui s'appelle « Delete ». J'arrête de le suivre. Faites ça. Débarquez du train, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais avant de débarquer du train, le mien, le tien, celui de François, celui de Jérémy, celui de Mélissa, posez-vous la question. Est-ce que nos approches à chacun, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, on a toutes des approches différentes. Pas parce que ce que je dis est différent des autres que ça veut dire que ce que je dis est faux, puis pas parce que les autres disent quelque chose que ça veut dire que c'est faux. Il y a bien des choses que je trouve qui sont fausses, mais c'est un autre point. Mais c'est ça, exactement, c'est un point de vue. Mais avant de débarquer d'un train, posez-vous la question, est-ce que j'y ai réfléchi? Est-ce que j'y ai donné une chance à ce point de vue-là? Est-ce que j'ai essayé quelque chose au lieu de tout le temps retourner à d'autres conférenciers, chercher sa petite dose de motivation?
Réfléchissez. On ne fait plus réfléchir les gens dans notre société, encore moins dans notre industrie, parce que justement, on leur dit tout ce qu'ils veulent entendre. Ils vont aller réfléchir à quoi? Donc, à partir du moment où un gars comme moi, avec mon approche, que je livre avec confiance, pas ultime, là, j'ai des moments où je suis moins confiant que moi, avec moi, mais à partir du moment où un gars comme moi vous botte là derrière, puis que ça vous descend ici, oubliez Jean Nadeau. Jean Nadeau, lui, il va vivre avec. Il a tellement confiance en son propos, et il croit tellement qu'il va passer à d'autres choses. Il a fait sa job de messager. Maintenant, réfléchissez à ça. Moi, je rajouterais dans ton point de vue de dire, OK, qu'est-ce que ça vient branler, mais qu'est-ce que ça vient branler à l'intérieur pour renchérir à l'intérieur de soi? Parce que si un conférencier, vous ne l'aimez pas ou votre propos, il vient déranger quelque chose à l'intérieur de soi, comme ton chum, il te dit, ben c'est de la merde, ben tu sais, en quelque part, c'est quelque chose à l'intérieur de toi, puis tu m'as dit tantôt en entrevue, ben il avait raison, parce que je portais encore des masques, et même dans cette situation-là de conférencier. Oui. Alors, quand il y a des choses qui viennent nous ébranler, au lieu de donner justement du revers, de dire, ben, c'est pas super, moi, je crois, ça me convient pas, ou whatever, tu sais, peu importe. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça vient chercher pour que ça vienne t'ébranler comme ça, en fait? Oui, puis tu sais, d'avoir un commentaire négatif d'un peu n'importe qui, c'est une chose. De l'avoir de ton meilleur chum, ça ne veut pas dire non plus que ta confiance, elle, doit tomber à zéro complètement. Non. Ça veut juste dire, va réfléchir à ça. Oui. Il y a quelque chose qui t'ébranle. Oui. C'est ça. Exact. Parce que c'est venu te chercher, parce que si, exemple, c'était pas la vérité pour toi, ça l'aurait comme juste passé comme rien, là, en disant c'est un point de vue, puis c'est OK, tu sais. Mais là, c'est venu te chercher, c'est venu accrocher quelque chose qui était à l'intérieur de toi, qu'il y avait une vérité dans ça, qui venait ébranler ce que tu étais à l'intérieur de toi. Puis une des clés, je l'ai mentionné rapidement, mais une des clés, il y en a plus qu'une, mais une des clés de la confiance en soi, c'est justement de se foutre de l'opinion des autres. Oui, on sent, je ne le dirais pas, là, mais on s'en contrefou. Premièrement, les autres ne pensent pas à nous autres 24 heures sur 24. Arrêtez de penser que vous êtes si important que le monde pense à vous autres pendant 24 heures sur 24. C'est pas vrai. Les gens ne pensent pas si souvent que ça à vous. Puis deuxièmement, c'est leur pensée. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu puis d'embarquer là-dedans. Écoute, je te raconte, je l'ai déjà raconté dans un de mes lives. J'avais fait un live spécifique là-dessus. J'avais été embauché pour donner une conférence dans un salon qui est présenté dans 3 villes différentes. Je vais faire une conférence dans les 3 villes. Parmi plein d'autres conférences. C'est un salon où il y a des kiosques, il y a des conférenciers en développement personnel de toutes sortes. Oui. Je suis engagé, c'est réglé. Je vais être là, c'est confirmé, tout. On me rappelle quelques temps plus tard pour me dire, Jean, finalement, ça ne fonctionnera pas. Non, pourquoi? Ben, j'ai d'autres conférenciers qui, sachant que tu étais pour être là, ça les rend inconfortables. Ça leur fait peur. Pardon? Ça leur fait quoi? Ça leur fait peur. Ça leur fait peur que tu sois là. J'ai dit, un peu, ça leur fait peur. Ils ont peur de quoi? Je suis dans ma salle. La porte est fermée. Ils sont dans la leur en train de donner leur conférence. Ils ont peur de quoi? Eh bien, on m'a floché de ce contrat-là parce que, oh my God, si Nadeau est là, je menace de ne pas y aller parce que, c'est-tu, pour quelqu'un qui va monter sur une scène dans une de ces salles-là, c'est-tu un manque de confiance phénoménal, ça? Foutez-vous de ce que je vais dire dans ma conférence. C'est la mienne, c'est mon point de vue. Il n'est pas obligé d'être parfait, il n'est pas obligé d'être vrai. Il l'est pour moi, mais il n'est pas obligé de l'être pour toi. Mais si moi j'ai 10 personnes puis tu en as 250 dans ta salle, donne ton point de vue à toi avec confiance. Avec confiance, puis laisse faire ce que Nadeau va dire. Et là, bon, c'est un exemple relié à moi, mais c'est la même chose pour nous tous, dans nos vies, avec tout ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Habitez vos couilles, Batins. Pensez-y, réfléchissez-y. Puis si vous avez le culot de le dire en plus, attendez-vous à ce qu'il y ait des gens qui aiment ça, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a une dame, à un moment donné, dans un resto ici à Québec, le Paillard. C'est un endroit où tu passes avec ton plateau pour aller chercher ta nourriture, puis après ça, tu t'en vas à une table. Il est 2 heures de l'après-midi, c'est 2 heures de l'après-midi, il n'y a plus grand monde qui dîne à cette heure-là. Fait que le restaurant est vide. Il y a juste 2 madames qui sont là. Je passe avec mon plateau et j'entends une des 2 dames qui dit, regarde, c'est lui, Jean Nadeau. Je l'ai, lui. Il est tellement méchant. Là, je regarde partout. Je dis, il n'y a pas un autre Jean Nadeau ici. Il n'y a pas personne. D'après moi, elle parle de moi. Je recule un peu.
Et je dis, madame, excusez-moi, est-ce que vous parlez de moi? Tu comprends que là, elle était super mal à l'aise. Elle ne pensait pas que je l'avais entendu. Elle dit, oui, oui, oui. Mais je dis, madame, est-ce qu'on se connaît? Elle dit, non, non, on ne se connaît pas du tout, on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais rencontré, c'est la première fois que je vois. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous m'haissiez tant que ça? Vous m'haïssez. Vous me trouvez méchant. Pourquoi? Ben, je vous suis sur Facebook, puis des fois, je vous trouve un peu cash, un peu rentre-dedans, un peu acerbe. Je vous trouve même des fois un peu baveux. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit qui vous a blessé, vous? À partir de quand dans notre société que d'exprimer notre vérité à nous devient une attaque envers vous? La bonne nouvelle, c'est que, bon, vous avez pesé ces petits boutons, puis vous ne me suivez plus. Elle dit, non, non. Elle dit, je vous suis encore parce que je vous trouve bien cute, bien drôle, puis des fois, vous me faites réfléchir. J'ai dit, merci, bonne fin de journée. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais, donc, pour revenir à la confiance, ça se bâtit, Oui. mais je ne crois pas que ça se débâtisse, que ça se doit d'être débattu aussi facilement que plusieurs personnes le font. Je pense qu'il y a une étape entre les deux, c'est de s'arrêter, comme j'ai fait avec mon chum. J'ai arrêté pendant 6 mois de temps. Oui. De s'arrêter puis de réfléchir à « wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Quelle claque en arrière de la tête j'ai eu là? Puis pourquoi? Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Puis on va prendre la confiance qu'on avait à ce moment-là, puis peut-être qu'en faisant cet exercice-là d'y réfléchir, bien, on va peut-être rajouter des petites branches à cette confiance-là. Puis c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ouais. Donc, je suis confiant, je crois en ce que je dis, mais je suis un parfait imparfait, puis je n'ai pas toujours confiance en moi. Mais la confiance que j'ai, je l'exprime sans retenue. Si, exemple, on aurait un truc à donner aux gens pour terminer cette entrevue-là de confiance en soi, tu dis, je ne l'ai pas toujours. Mettons, on aurait un truc à donner aux gens de dire, moi, quand que j'en ai moins ou je sens qu'il est ébranlé, ça, Ouais. ça m'aide à retrouver ou à renourrir pour me replacer dans mon alignement. Je te dirais, est-ce que tu connais l'étymologie latine du mot confiance? Non. Confide. Okay. C-O-N-F-I-D-E. Confide. Con, C-O-N, ça veut dire avec. Oui. Fide, ça veut dire foi. Avec foi. Confiance, c'est d'avoir aux gens. Je dis aux gens, moi, qui veulent bien l'entendre, entre autres dans les formations que je donne, je leur dis, focussez, pensez, dites, agissez en s'appuyant sur votre foi. Bon, là, on peut faire le lien facile avec la foi religieuse. Quand tu as la foi en quelque chose, tu ne fais pas juste espérer que ça soit comme ça. C'est comme ça. Tu as la foi en... Toi, tu crois à ça. Tu crois à ça. Okay, tu y crois. oui. Non, non, c'est ça. Ça coule dans tes veines, pareil comme les globules blancs et les globules rouges. Tu as la foi. C'est ça, avoir confiance. La confiance est un choix. Je crois, moi, que la confiance est un choix. On choisit d'avoir confiance en nous ou pas. Puis ce choix-là est basé sur ce qu'on contrôle. Puis ce qu'on contrôle, c'est notre foi en nous, en nos paroles, en nos pensées, en nos actions. Faites juste y croire. Faites juste y croire. Peut-être qu'au début, vous allez faire semblant d'y croire, mais à un moment donné, vous allez y croire. Et ne faites pas juste espérer un jour avoir confiance en vous. Espérer, ça, c'est sujet à tout ce qui peut arriver de tout bord, de tout côté, les commentaires des autres, les situations, la situation du COVID, l'environnement autour, là, ça peut venir détruire votre espoir. La foi en vous, confidez avec foi, retournez à cette étymologie-là et retournez à cette foi-là. Là, je ne suis pas en train de faire un discours religieux, là, comprenez-moi bien. Mais la foi, là, tu sais, ceux qui croient que Jésus a marché sur l'eau, c'est ça. Ceux qui croient que Bouddha est parti sur une montagne puis il a trouvé l'illumination, c'est comme ça. Ceux qui croient que Mohammed s'est fait parler, que le prophète là, s'est fait parler par Mohammed, je ne me souviens plus dans quel ordre, là, mais que Mohammed s'est fait parler par Allah, ben c'est comme ça. Vous avez la foi. Pourquoi pas faire la même chose avec vous-même? Envers soi. Ayez la foi que ce que vous pensez, vous dites, vous faites, est la bonne chose. Qu'on vous voit ou qu'on ne vous voit pas. Ça, c'est un autre sujet, c'est l'intégrité. Mais ayez cette foi-là. Parce que moi, je vais rajouter le en soi, tu sais, le confiance. On parle de confider, le confiance, avoir foi. Puis on rajoute, nous, en tant qu'être humain, le en soi, parce que c'est la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Mais la confiance en soi,
Moi, on l'a souvent entendu. On l'entend, hein. Mais on nous apprend que souvent, c'est de l'extérieur qui a un impact. Mais en fait, se ramener à l'intérieur de soi, Exact. c'est avoir la foi en soi. Sais-tu ce qui est comique? Tu sais, quand on débute une relation avec quelqu'un, là, Uh-huh. une des premières choses qu'on veut avoir avec cette personne-là, c'est confiance en elle. On veut avoir confiance en cette personne-là qu'elle va nous être fidèle, par exemple. Mm-hmm. Fait qu'on va accorder notre confiance à quelqu'un qu'on connaît à peine ou depuis peu. Un an, ça fait pas si longtemps. J'ai 57 ans. Si je commence à sortir avec ma blonde, puis après un an, je lui accorde ma confiance, c'est juste toujours bien un an. Puis pendant 57 ans, je ne me suis pas accordé à moi la confiance en moi. Retournez dans votre miroir, allez vous voir. Puis ça, écoute, on n'invente rien. Là. On n'est pas en train d'inventer. On n'est pas en train d'inventer la navette spatiale, Non. nous autres, là, pour la chirurgie du cerveau. Là, ce sont les bases. Ça commence par nous. Oui. Allez vous voir dans le miroir, puis ayez foi en vous. Puis, faites l'antidote numéro 1 du manque de confiance, c'est de faire, c'est l'action. Oui. T'as peur, fais-le, baptême. Oui. Monte dans l'avion, monte dans l'avion, tire-toi en bas. Monte dans l'avion, tire-toi en bas, puis tu tricotes. Aie confiance que tu as le temps de te tricoter un parachute avant d'arriver en bas. Mais plus simple encore, on va aller juste dans l'action, dans des petites actions. Puis là, tu sais, là, c'est l'avion. Mais des petites actions de dire, je reste en mouvement parce que vous avez, tu sais, moi, j'ai l'image là d'une roue qu'on essaie de déplacer. Puis les petites poussées qui vont faire en fait qu'après ça, elle va débouler puis elle va avoir encore plus de mouvement. Bien, c'est les petites premières actions qui vont faire la différence de la grandeur de ce qui va se déplacer. Tu sais. La théorie des petits pas, c'est pareil comme un éléphant. Tu manges ça comme un éléphant, une bouchée à la fois, baptême. Bouchée, exact. Mais commencez, arrêtez de dire, arrêtez de juste le penser puis de vouloir l'espérer. Ayez foi puis mettez-vous en action. Levez-vous le derrière et poussez-vous le fond de culotte. Enlevez-vous les fils d'araignée dans les deux fesses puis allez-y. Alors, confide. C'est ça? Confide, avec foi. Confide, avec foi en soi. Merci, compris, Jean. Hélène. Merci, Jean. Merci de tout cœur. Alors, je dis bonne continuité dans la distribution de coups de pied au derrière et de l'engagement. Bien, moi, c'est l'engagement, mais c'est habiter ses couilles. Pour moi, c'est un engagement envers soi pour avoir foi en soi. Tout à fait. Tu as très bien résumé ça. Merci beaucoup, Hélène. C'était un plaisir d'être avec toi ce matin. Merci de tout cœur et à bientôt.